des jumelles de Virginie ont disparu lors de ce qui était censé être des vacances joyeuses sur un bateau de croisière, laissant le monde de leur mère célibataire brisé de manière irréparable. Mais 10 mois plus tard, une valise s'est échouée sur le rivage et ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur a laissé tout le monde sous le choc. Rachel Marin était assise dans le salon faiblement éclairé de sa petite maison de Charlottesville, entourée des vestiges déchirants d'une enquête de 10 mois qui n'avait abouti qu'à des impasses. Des dépliants de personnes disparues portant les visages souriants de ses filles jumelles étaient éparpillés sur sa table basse, certains avec des coins recourbés par d'innombrables mains, d'autres décolorés par la lumière du soleil qui filtrait sans relâche à travers des stores qu'elle ne prenait plus la peine d'ajuster. Rapports de police et dossiers judiciaires formaient des piles précaires sur son bureau, une collection sinistre qu'elle avait lue si souvent qu'elle pouvait en réciter des passages de mémoire. À côté de son fauteuil, une petite table contenait une douzaine de cartes de condoléances non ouvertes. Rachel ne parvenait pas à les lire, recevoir ces condoléances équivalait trop à admettre que ses filles étaient parties à jamais. Elle frotta ses yeux fatigués et brûlants et posa le dossier qu'elle était en train d'examiner, celui détaillant le 4e jour de leurs vacances en croisière lorsque Ray Emily, 8 ans, avait disparu sans laisser de traces. Son regard se posa sur les cartes de condoléances non ouvertes. Peut-être qu'aujourd'hui, pensa-t-elle, peut-être qu'aujourd'hui elle en ouvrirait enfin une. Peut-être qu'aujourd'hui elle s'autoriserait à ressentir ce que d'autres pensaient déjà, que ses filles ne reviendraient jamais à la maison. Ses doigts venaient à peine de toucher le coin d'une enveloppe lorsque son téléphone sonna. L'écran afficha un nom qui lui fit bondir le cœur, l'inspecteur Mas Alvarez. Son souffle s'arrêta lorsqu'elle répondit. « Inspecteur, des nouvelles ?» demanda-t-elle d'une voix fragile, s'accrochant encore à un espoir qu'elle osait à peine nourrir. Elle se prépara à l'habituel, un autre indice qui ne menait nulle part, une observation impossible à vérifier, ou juste une vérification de routine. Mais la voix d'Alvarez était différente cette fois-ci, tendue, maîtrisée, avec un fond sonore inconnu. « Je viens de recevoir des informations du service de police d'Ocracoke Island, en Caroline du Nord, a-t-il commencé. Rachel se redressa sur sa chaise, son pouce accélérant. « Quel genre d'information ?» demanda-t-elle avec urgence. Il y eut un silence, puis Alvarez dit doucement, « Je dois vous prévenir, ce que je vais vous dire est troublant. Un pêcheur du coin a trouvé une valise contenant des restes humains ou des restes qui, selon nous, pourraient appartenir à l'une de vos filles. » La pièce pencha. La main de Rachel serrait le téléphone si fort que ses jointures blanchirent. « Quoi ?» Le mot sortit à peine dans un murmure. « Je ne peux pas tout expliquer au téléphone », continua doucement Alvarez. « Nous prenons l'avion pour la Caroline du Nord ensemble. La valise contient également des effets personnels et des objets que nous devons identifier immédiatement. »« Quand ?» demanda Rachel, déjà debout, les jambes tremblantes alors qu'elle se dirigeait vers sa chambre. « Je viens vous chercher dans 1 heure, » répondit-il. Les preuves sont conservées dans un laboratoire médico-légal rattaché au bureau du shérif en Caroline du Nord. Elles contiennent des restes humains, alors ils attendent notre arrivée avant de poursuivre. Après avoir raccroché, Rachel réalisa que des larmes avaient silencieusement coulé sur ses joues. Elle se déplaçait machinalement dans sa maison, l'incrédulité obscurcissant ses pensées, tandis qu'elle préparait un petit sac de voyage. Son esprit tournoyait, la ramenant à 10 mois plus tôt, la croisière pour laquelle elle avait travaillé des heures supplémentaires, des vacances destinées à créer des souvenirs précieux et durables avec ses filles. Elle se souvenait du restaurant où elle s'était arrêtée pour un déjeuner tardif après la baignade. Il était un peu plus de 15h30, le calme était revenu, et le personnel était réduit au minimum. Elle avait laissé les filles 5 minutes, seulement 5 minutes pour sortir et répondre à un appel important, là où la réception était plus claire. Quand elle est revenue, ils étaient partis. Le personnel du restaurant avait vu les jumeaux partir, mais ne savait pas où ils étaient allés. Les heures qui suivirent se transformèrent en panique et en incrédulité, tandis que Rachel fouillait frénétiquement chaque recoin de l'immense navire. L'équipage a lancé une alerte sur tout le navire. Une fouille exhaustive a été lancée, espaces publics, clubs enfants, piscines, toilettes. Ils ont inspecté chaque cabine, vérifiant même les chambres verrouillées ou non attribuées. Des images de vidéosurveillance ont montré les filles assister à un spectacle au bord de la piscine. Mais lorsque la foule s'est dispersée, elles ont tout simplement disparu. Malgré des heures de surveillance vidéo aux 4 coins du navire, aucune autre trace n'a été retrouvée. Après 24 heures sans nouvelles de Ray Emily, l'état du pavillon du navire a été prévenu. Les gardes-côtes américains et le FBI sont intervenus. Les autorités portuaires locales et la police du dernier quai et des ports suivants ont été alertées. Une enquête officielle fut ouverte, comptage,
Confinement, interrogatoire. Chaque passager fut tenu de présenter une pièce d'identité. Malgré tout, Ray et Millie restèrent introuvables. Certains passagers murmuraient que les fillettes étaient tombées par-dessus bord. D'autres supposaient qu'elles avaient été enlevées à l'accostage. La compagnie de croisière insistait sur le respect de ses protocoles de sécurité. Mais la terrible vérité demeurait, 2 fillettes de 8 ans avaient disparu sans explication. Une heure s'écoula sans qu'elles s'en aperçoivent, Rachel perdue dans le brouillard de ses souvenirs. Un coup sec à la porte la fit sursauter. Elle attrapa son sac de voyage et ouvrit la porte pour trouver l'inspecteur Alvarez debout, l'air grave mais posé. « Êtes-vous prêt » demanda-t-il doucement. Rachel hocha la tête et verrouilla sa portière derrière elle tandis qu'elle se dirigeait vers sa voiture de police banalisée. Elle se força. Après 10 mois d'incertitude étouffante, elle allait affronter soit le pire cauchemar d'une mère, soit peut-être le premier véritable indice sur ce qui était arrivé à ses filles. Le vol vers la Caroline du Nord se déroula dans un silence pesant. Rachel regardait par le petit hublot de l'avion, observant le paysage en contrebas passer de l'étalement urbain à l'infinie platitude des plaines côtières. Le détective Alvarez respectait son espace, examinant les notes de l'affaire sur sa tablette mais jetant de temps en temps des coups d'œil pour s'assurer qu'elle tenait toujours le coup. À leur arrivée, un officier local les accueillit et les conduisit à un modeste poste de police, près de la sortie de la ville. Le bâtiment était simple, une structure en briques d'un seul étage, en retrait de la route, entourée de pins se balançant doucement dans la brise côtière. Les éléments médico-légaux de l'île de Cracoc ont été envoyés ici, expliqua Alvarez alors qu'ils approchaient de l'entrée. C'est l'établissement le plus proche équipé pour traiter ce type de preuves. À l'intérieur, l'air était froid et aseptisé. Les néons bourdonnaient au-dessus de leur tête, projetant des reflets violents sur les sols cirés. Un adjoint du shérif les guida à travers des couloirs sinueux jusqu'à une pièce à l'arrière où étaient conservées les preuves. Avant qu'il n'entre, Alvarez l'arrêta d'une main douce sur son bras. « Je veux que tu te prépares, dit-il doucement. Ce que tu vas voir, sera difficile. » Rachel hocha la tête, la gorge trop serrée pour parler. On leur a remis des masques et des blouses stériles avant d'entrer dans la salle d'examen. Rachel a immédiatement remarqué un homme buriné d'une 50aine d'années, debout à l'écart, qui parlait doucement avec un officier. Ses mains étaient rugueuses et calleuses, sa peau bronzée par des années passées au soleil. « Madame Marin, dit doucement le shérif, voici Curtis Bannister, le pêcheur qui a trouvé la valise. » L'homme s'avança, son expression oscillant entre sympathie et inconfort. « Je suis désolé pour votre perte, madame, dit-il d'une voix rauque. J'aurais aimé trouver autre chose ce jour-là. » Rachel fit un petit signe de tête en guise de remerciement avant que ses yeux ne soient attirés vers le centre de la pièce. Là, sur une grande table en inox, reposait la valise. De taille moyenne et carrée, elle avait visiblement résisté aux intempéries de l'océan. Le tissu autrefois bleu avait maintenant pris une teinte grisâtre, ses coutures étaient déformées, bombées par une longue exposition au sel et au soleil. Un médecin légiste se tenait à proximité, attendant leur accord avant de continuer. « Madame Marin, nous avons tout documenté tel que nous l'avons trouvé, » expliqua-t-il doucement. « Je vais vous montrer le contenu maintenant. » Rachel se prépara, agrippant le bord d'un comptoir voisin tandis que l'examinateur soulevait soigneusement le couvercle de la valise. Elle haleta, les larmes lui montant instantanément aux yeux. À l'intérieur gisaient les restes gravement décomposés d'un petit enfant. 10 mois à la dérive, au gré des courants océaniques, avait laissé le corps gonflé, décoloré et partiellement squelettique. Pourtant, l'enfant avait été enveloppé dans plusieurs couches de vêtements qui avaient conservé certains traits distinctifs. La victime semble être morte par asphyxie, a expliqué le médecin légiste. Il n'y a aucune trace de traumatisme contondant, ni de blessure par objet tranchant, ni de sang. Cela suggère que la victime est probablement morte rapidement et silencieusement. Mais Rachel l'entendit à peine. Ses yeux étaient fixés sur le t-shirt rouge délavé de Minnie Mouse, le même que Millie portait le jour où elles avaient disparu. Sous les restes décomposés se trouvait une paire de petites lunettes de natation bleues. La lettre « M » était encore légèrement visible sur le côté. « C'est le t-shirt de Millie », murmura Rachel d'une voix brisée. « Ce sont ses lunettes de natation. J'ai acheté des paires assorties pour les 2 filles, mais celle de Millie avait un « M » et celle de Ray un « R ». Le médecin légiste hocha la tête solennellement. « Nous aimerions avoir votre autorisation pour prélever un échantillon d'ADN afin de confirmer votre identité. Cependant, compte tenu de votre identification de ses effets personnels. » « Oui, bien sûr, » acquiesça Rachel d'une voix hébétée,
à peine plus forte qu'un murmure. Mais je n'ai pas besoin d'ADN pour savoir que c'est ma fille. Le détective Alvarez a posé une main de soutien sur son épaule tremblante tandis que l'examinateur continuait, lui montrant un sac de preuves séparé. On a trouvé autre chose avec les restes, dit-il doucement, d'un ton prudent. Un objet qui ne semble pas appartenir aux affaires d'un enfant. À l'intérieur du sac en plastique transparent se trouvait un briquet Zippo argenté, terni par l'eau de mer, mais encore remarquablement intact. Sur sa surface étaient gravées les simples initiales, K. Ceci n'appartient pas à mes filles, confirma Rachel, les yeux fixés sur le briquet à travers le plastique. Sa voix était douce mais assurée. Elles avaient 8 ans. Elles n'auraient jamais eu un truc pareil. C'est notre première piste potentielle, remarqua Alvarez en examinant attentivement le briquet. Une anomalie qui pourrait nous aider à identifier le coupable. Rachel se tourna vers le pêcheur, le regard scrutant. Monsieur Bannister, pouvez-vous me dire exactement comment vous avez trouvé ça? L'homme se déplaçait avec inquiétude, son poids se déplaçant d'un pied sur l'autre. Je marchais le long de la plage près de chez moi, comme je le fais souvent le matin. J'ai remarqué quelque chose qui avait été rejeté par la mer et qui ne ressemblait pas aux débris habituels. En m'approchant, j'ai senti une odeur, désagréable. Je l'ai ouvert juste assez pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur, puis j'ai immédiatement appelé la police. Y avait-il autre chose? Demanda Rachel, désespérée, le cœur serré. Des signes de mon autre fille? Vraiment? Bannister secoua tristement la tête. Juste la valise, madame. Je suis désolé. Rachel se tourna vers l'inspecteur Alvarez, la voix tremblante d'émotion. Pourquoi quelqu'un mettrait Millie dans une valise et la jetterait-il à l'océan? S'il voulait s'en débarrasser. Elle se débattit, hésitant. Pourquoi pas, quelque chose qui coulerait? C'est une bonne question, intervint gravement le shérif. Ce type de valise est fabriqué dans un matériau qui flotte lorsqu'il est immergé. Si le malfaiteur ne l'avait pas lestée correctement, elle aurait fini par remonter à la surface et dériver au gré des courants. Que se passe-t-il maintenant? Demanda Rachel, son regard passant d'un policier à l'autre, s'accrochant à un semblant de procédure. Nous analysons toutes les preuves, expliqua calmement Alvarez. La valise elle-même est un modèle ancien aux caractéristiques particulières, peu de gens utilisent ce type de valise aujourd'hui. Nous allons retrouver son vendeur et tenter d'identifier son acquéreur. Idem pour le briquet Zippo. Le shérif désigna l'étiquette de prix partiellement décollée au bas du briquet. On voit encore le logo d'un magasin. Je ne connais pas la marque d'une grande chaîne, mais ça pourrait nous donner une piste. Rachel regarda l'autocollant, les sourcils froncés, une lueur de reconnaissance naissant au plus profond d'elle. Ce motif me semble familier, mais je n'arrive pas à le situer. Puis-je prendre des photos? Demanda-t-elle en attrapant déjà son téléphone. Bien sûr, acquiesça le shérif. Nous vous enverrons également des copies numériques de toutes les preuves, photos et rapports. Pendant que Rachel prenait des photos, Alvarez continuait à discuter de l'affaire avec les autorités locales. Avec ces conclusions, dit-il d'une voix ferme mais lourde, nous reclassons officiellement cette affaire de disparition en enquête pour homicide. Nous devrons nous coordonner à nouveau avec la compagnie de croisière, visionner toutes les images de sécurité et réinterroger le personnel clé qui travaillait ce jour-là. Nous devrons également cartographier la route du navire en fonction des courants océaniques afin de déterminer où la valise a pu être jetée. Le shérif hocha la tête d'un air sombre. Notre équipe médico-légale terminera l'analyse des restes et de tous les objets trouvés dans la valise. Nous avons déjà commencé les tests ADN. Madame Marin, dit Alvarez en se tournant vers Rachel, l'air à la fois aimable et sérieux. Nous aimerions que vous restiez dans les environs quelques jours. Nous aurons besoin de vos déclarations complémentaires au fur et à mesure de l'avancement de l'enquête. Rachel essuya une larme sur sa joue, se ressaisissant visiblement. Elle redressa les épaules. Je comprends. Avant de partir où je vais, j'aimerais aller à la plage où la valise a été retrouvée. Alvarez échangea un regard avec le shérif. Êtes-vous sûr que c'est sage? J'ai besoin de voir ça, insista Rachel, la voix teintée d'une détermination nouvelle. Je dois rester là. Je dois être assez forte pour affronter ça si je veux un jour. Après un moment de silence, Alvarez hocha la tête. D'accord. Je t'accompagne. Je devrais de toute façon voir les lieux moi-même. Je peux vous y emmener tous les deux, proposa doucement Bannister. Mon bateau est amarré à proximité,
et une partie de l'équipe d'enquête est encore sur place. Rachel hocha la tête avec gratitude. Merci. J'apprécierais. Le voyage jusqu'à l'île de Krakok dura un peu moins d'1 heure en bateau. Rachel était assise à la proue, le visage plongé dans les embruns, les cheveux tirés par le vent tandis que Curtis Bannister naviguait dans les eaux agitées qui séparaient les îles barrières du continent. L'inspecteur Alvarez était assis à ses côtés, alternant entre appels téléphoniques pour tenir ses services au courant et observations discrètes de Rachel. « C'est juste là-bas », cria Bannister par-dessus le bruit du moteur, en désignant une étendue de rivage déserte plus loin. « C'est là que je l'ai trouvée. » À leur approche, Rachel distingua une petite foule rassemblée sur la plage. Un ruban jaune de police délimitait une zone de sable où plusieurs agents évoluaient méthodiquement, prenant des photos et des mesures. Un car de presse était garé sur une route d'accès proche, le journaliste et le caméraman se tenant à distance respectueuse du cordon de police. Bannister guida habilement le bateau vers un petit quai s'étendant depuis la rive. Une fois amarré, il aida Rachel et l'inspecteur Alvarez à débarquer sur les planches de bois usées par les intempéries. « Par ici », dit-il doucement en les conduisant sur le quai et sur la plage. Le sable était frais sous les pieds de Rachel tandis qu'ils approchaient de la zone bouclée. Un agent souleva le ruban pour leur permettre l'accès, adressant un signe de tête solennel à l'inspecteur Alvarez. « Madame Marin », dit doucement l'officier, la voix teintée de tristesse. « Nous sommes sincèrement désolés pour votre perte. » Rachel le salua d'un léger hochement de tête, les yeux déjà fixés sur le creux dans le sable où la valise avait été retrouvée. Bien que la valise elle-même ait été retirée, les enquêteurs avaient soigneusement préservé le site pour recueillir des preuves supplémentaires. « Juste ici », dit Bannister en s'arrêtant au bord de l'empreinte peu profonde. « C'est exactement là que je l'ai trouvée. » La marée descendait, et il venait d'être laissé sur le sable. Rachel fixait l'endroit, le cœur lourd, essayant d'assimiler l'insupportable vérité, cette magnifique étendue de plage isolée était l'endroit où les restes de sa fille avaient reposé après 10 longs mois à la dérive. Elle s'accroupit, ses doigts s'enfonçant dans le sable frais et humide. « Il doit y avoir d'autres preuves », murmura-t-elle en tamisant les grains entre ses mains tremblantes. « Quelque chose d'autre qui pourrait nous dire où elle est. » L'inspecteur Alvarez s'agenouilla près d'elle et posa doucement une main sur son épaule. « L'équipe médico-légale a été très minutieuse, Rachel. C'est une piste importante. Après 10 mois de recherche, nous la retrouverons aussi. » À quelques mètres de là, la journaliste avait remarqué leur arrivée et parlait d'un ton pressant à son caméraman. Alvarez les aperçut et fronça les sourcils. « Laissez-moi m'occuper de la presse, » murmura-t-il en se levant. « Prenez un instant. » Alors qu'Alvarez s'approchait du journaliste, Bannister resta aux côtés de Rachel. « Il y a un hébergement pas loin d'ici, » dit-il doucement après une pause respectueuse. « Un petit complexe de chalets où vous pourriez passer la nuit avant de repartir pour le continent demain. Le propriétaire est juste là, d'ailleurs. » Il fit un signe de tête en direction d'un homme d'âge moyen qui se tenait avec les autres spectateurs au-delà du cordon de police. Rachel s'essuya les yeux et se leva lentement. « Je crois que ça me plairait. Je ne veux pas partir tout de suite. »« Je comprends, » dit Bannister avec gentillesse. « Quand mon fils a disparu dans un accident de bateau il y a 5 ans, je n'ai pas pu quitter le port pendant des semaines. Parfois, il faut être près du dernier endroit où ils étaient. » Rachel le regarda, son expression s'adoucissant sous l'effet d'une soudaine compréhension. « Tu l'as déjà retrouvé. » Bannister secoua la tête, une lueur de tristesse dans les yeux. « La mère garde ses secrets. Mais au moins, je sais où aller quand j'ai envie de lui parler. » À son retour, Rachel lui fit part de son intention de passer la nuit. Il hocha la tête, pensif. « D'accord, acquiesça-t-il. Mais je vais charger un agent de rester avec vous pour votre protection jusqu'à ce que nous en sachions plus sur ce qui est arrivé à vos filles. Nous devons être prudents. » Il appela une policière qui participait à l'enquête. « L'agente Martinez vous accompagnera jusqu'aux cabines et passera la nuit avec vous. » Rachel le remercia doucement, puis permit à Bannister de la présenter au propriétaire de la cabane, un homme aimable nommé Greg Harrison, qui lui exprima ses profondes sympathies et lui assura qu'ils avaient beaucoup d'espace. « Ce n'est pas encore la saison touristique, » expliqua doucement Harrison tandis qu'il parcourait la courte distance jusqu'au groupe de cabines en bord de mer, « vous aurez toute l'intimité nécessaire. » La cabane était simple mais propre, une chambre simple avec un lit queen size, une petite kitchenette et une salle de bain. Une véranda couverte faisait face à l'océan, avec 2 chaises adirondaques disposées pour admirer les vagues. Après avoir rangé ses affaires,
Rachel se sentit attirée vers le porche. L'agent Martinez prit discrètement position à proximité, lui laissant de l'espace tout en maintenant sa surveillance protectrice. Une jeune serveuse apparut, apportant à Rachel une tasse de café et la lui offrant avec un sourire compatissant. Un verre de bienvenue offert par la maison. Je suis vraiment désolé pour votre fille. Rachel accepta la tasse en murmurant des remerciements, enveloppant sa chaleur de ses doigts glacés, assise à regarder les vagues s'écraser sur le rivage. L'océan qui avait porté le corps de milliers jusqu'à cette plage poursuivait son rythme éternel, indifférent aux tragédies humaines. Alors que le soleil commençait à descendre vers l'horizon, Rachel remarqua du mouvement dans la cabine juste en face de la sienne. Un homme en sortit, vérifiant ses poches comme pour s'assurer d'avoir tout ce qu'il fallait avant de partir. Il posa son sac sur la petite table devant sa porte pendant qu'il fermait à clé, puis se dirigea vers le bureau principal du complexe. Rachel remarqua qu'il avait laissé quelque chose sur la table basse du jardin, un petit objet métallique éclairé par le soleil de fin d'après-midi. Curieuse, elle s'approcha pour vérifier et trouva un paquet de cigarettes et un briquet. Elle les ramassa et retourna le briquet dans sa main. Au-dessous se trouvait une étiquette de prix avec le logo du magasin, identique à l'étiquette partielle du briquet utilisé comme preuve. Rachel sentit un frisson la parcourir malgré la chaleur de l'air. Voyant l'homme se diriger vers la réception, elle se dépêcha de le rattraper, briquet à la main. « Excusez-moi, » cria-t-elle, « vous avez oublié ça. » L'homme se retourna, surpris, puis sourit en voyant le briquet et son paquet de cigarettes. « Merci. Ça m'aurait sûrement manqué. » Alors qu'il le lui prenait, Rachel montra l'autocollant. « Si ça ne te dérange pas, où as-tu trouvé ça ? Je collectionne les briquets vintage et je cherchais cette marque. » « Oh, ça vient d'un petit kiosque à journaux de Greenville, » répondit-il. « C'est un petit magasin, mais ils ont plein de trucs et astuces. »« Est-ce que ça a un nom ?» demanda Rachel, essayant de garder un ton décontracté. « Le journal de Carnes Corner, je crois. C'est tenu par un vieux type qui a toujours des affaires à faire. »« Pourquoi ? Tu es du coin. »« Non, mais il y a un magasin similaire à Charlottesville, en Virginie, où j'habite, » dit Rachel, le cœur battant la chamade. « C'est peut-être la même chaîne. » Avant que l'homme ne puisse répondre, un membre du personnel s'est approché d'eux portant une valise carrée identique à celle trouvée sur la plage. « Monsieur, êtes-vous sûr de vouloir laisser ceci ?» demanda l'employé. « Nous l'avons trouvé dans votre cabine. » Les yeux de Rachel s'écarquillèrent tandis qu'elle fixait la valise. Elle était de la même couleur, du même style et de la même taille que celle qui avait contenu les restes de Millie. « Où as-tu trouvé ça ?» La question lui est venue à l'esprit avant qu'elle ne puisse s'en empêcher. L'homme rit. « Au même endroit que le briquet, en fait. Le propriétaire du kiosque à Greenville me l'a vendu pour une bouchée de pain quand je l'ai acheté. Je l'ai utilisé une fois, et la poignée est déjà cassée. Une vraie camelote. T'aurais pas dû gaspiller mon argent, hein ? » Rachel déglutit difficilement. « Ça te dérangerait si je l'avais ? Je sais que ça paraît bizarre, mais... » « Prends-le, » dit l'homme avec un geste dédaigneux. « Épargne-moi la peine de m'en débarrasser. »« Merci, » dit Rachel. « Puis-je vous demander votre nom et vos coordonnées ? Je tiens à vous remercier comme il se doit. » L'homme avait l'air légèrement confus mais a fourni ses détails. « Je m'appelle Jeff Thornton. Puis-je vous demander pourquoi vous vous intéressez tant à mes vieux trucs ? » Rachel prit une profonde inspiration. « Je suis ici avec la police pour enquêter sur la disparition de mes filles. L'une d'elles a été retrouvée dans une valise identique à celle-ci. » L'expression de Thornton passa de la confusion à l'horreur. « Oh mon Dieu, je suis vraiment désolé. Je n'en avais aucune idée. » Il secoua la tête. « J'espère qu'ils trouveront celui qui a fait ça. Si je peux faire quoi que ce soit d'autre pour aider. » « Merci pour l'information sur le kiosque, » dit Rachel. « Cela pourrait être plus utile que vous ne le pensez. » Alors que Thornton partait prendre son ferry pour le continent, Rachel retourna à sa cabine avec la valise cassée, l'esprit bourdonnant d'idées. L'agent Martinez l'observa avec curiosité, mais ne posa aucune question. Rachel posa la valise et attrapa son téléphone, ses doigts tremblant légèrement tandis qu'elle composait le numéro du détective Alvarez. « Je ne suis pas encore parti », confirma l'inspecteur Alvarez à l'appel de Rachel. « Que se passe-t-il » Rachel a rapidement expliqué l'histoire du briquet et de la valise du touriste, ainsi que le lien avec un kiosque à journaux à Greenville. « Je dois te montrer ça immédiatement. »
Reste où tu es, ordonna Alvarez. Je viendrai à toi. 15 minutes plus tard, Rachel se tenait sur le rivage avec l'agent Martinez, attendant qu'Alvarez s'approche du complexe hôtelier. L'inspecteur était plongé dans une conversation avec Curtis Bannister, qui l'avait apparemment rejoint après leur départ. À leur arrivée, Rachel remarqua au loin le camion de presse qui s'éloignait, le journaliste ayant apparemment terminé son reportage de la journée. « Montre-moi ce que tu as trouvé », dit Alvarez sans préambule. Rachel le ramena à sa cabine, lui montra la valise et lui décrivit le briquet avec son étiquette de prix. L'homme a déclaré avoir acheté les 2 articles dans un kiosque à magazine de Greenville appelé Carnes Corner News. L'expression d'Alvarez s'est affinée. Carnes. C'est intéressant. Il a pris sa radio et a contacté la station. J'ai besoin de toutes les informations disponibles sur une entreprise appelée Carnes Corner News à Greenville. Nom du propriétaire, adresse, historique de l'entreprise, etc. Pendant qu'ils attendaient l'information, Rachel expliqua comment le touriste, Jeff Thornton, avait décrit le propriétaire comme un homme plus âgé qui a toujours des affaires à faire. Si la valise correspond à celle dans laquelle Millie a été trouvée, dit Rachel, et que le briquet porte le même autocollant du magasin que celui avec ses initiales, KE, ce ne peut pas être une coïncidence. Alvarez acquiesça, examinant attentivement la valise. Cela pourrait être la pause dont nous avions besoin. La radio crépitait. Inspecteur Alvarez, nous avons cette information pour vous. Carnes Corner News appartient à Douglas Carnes, 57 ans. L'entreprise possède 3 points de vente, le principal à Greenville, un à Charlotte et un nouveau qui ouvrira à Virginia Beach le mois prochain. Je vous envoie immédiatement l'adresse de Greenville et celle du domicile de Carnes. Alvarez a vérifié son téléphone au fur et à mesure que l'information arrivait. Il est tard dans l'après-midi, mais il fait encore un peu jour. Allons voir ce kiosque. Ils embarquèrent sur le bateau de police avec les agents Martinez et Bannister, qui leur proposèrent de les guider jusqu'au continent. Le voyage de retour leur sembla plus rapide, l'urgence les poussant à avancer tandis que le soleil poursuivait sa descente vers l'ouest. Une fois sur le continent, Alvarez a réquisitionné un véhicule de police et ils se sont rendus directement à l'adresse fournie par Carnes Corner News. Le kiosque était une petite structure autonome dans le parking d'un centre commercial, le genre d'endroit qui vendait des journaux, des magazines, des billets de loterie et un méli-mélo d'articles de commodité. Un homme mince d'une trentaine d'années se tenait derrière le comptoir, disposant un étalage de cigarettes. Il leva les yeux à leur entrée, l'air neutre. « Puis-je vous aider » demanda-t-il. « On ferme bientôt. » Alvarez a montré son badge. « Inspecteur Alvarez, police d'État de Virginie. » « Êtes-vous le propriétaire de cet établissement ?» L'homme secoua la tête. « Non, monsieur. Je travaille ici, c'est tout. Monsieur Carnes est le propriétaire. »« Il est là ?» demanda Alvarez. « Non. Il est rarement là, il se déplace d'un endroit à l'autre, passant peut-être une fois par semaine à chaque endroit. »« Avez-vous ses coordonnées ?» Le commis hésita. « Bien sûr, je suppose. » Il fouilla sous le comptoir et en sortit une carte de visite avec un numéro de téléphone et une adresse. « Vous vendez des briquets Zippo ici ?» demanda Rachel en s'avançant. Le commis hocha la tête et désigna une petite vitrine près de la caisse. « Juste ici. J'ai quelques styles différents. » Rachel et Alvarez examinèrent les briquets. Ils étaient identiques à celui trouvé chez Millie, avec seulement des motifs différents et sans initiales. Alvarez a montré au greffier une photo du briquet à preuve sur son téléphone. « Avez-vous déjà vu ce briquet ? Il porte les initiales K gravées dessus. » Le commis plissa les yeux en regardant l'image. « On en vend beaucoup, et les clients les font parfois graver après l'achat. »« Mais oui, ça ressemble au nôtre, même marque, même modèle. »« Et les valises ?» demanda Rachel. « Vous en vendez aussi ici ?» Le commis avait l'air confus. « Non, madame. Nous sommes un kiosque à journaux, pas une bagagerie. » Rachel échangea des regards avec Alvarez. Le touriste a dit qu'il avait acheté la valise ici. Le commis haussa les épaules. Peut-être que M. Carnes lui a vendu un de ses objets personnels. Il lui arrive de rapporter des objets bizarres à vendre à côté. Je ne pose pas de questions. Merci pour votre aide, dit Alvarez en prenant la carte de visite. Si M. Carnes vient, ne mentionnez pas notre visite. C'est important pour notre enquête. De retour dans la voiture, Rachel a suggéré qu'il passe par l'adresse du domicile de Carnes.
Peut-être qu'on pourrait jeter un œil à l'endroit, voir s'il y a quelque chose de suspect. Alvarez hocha la tête. On peut faire une perquisition, mais je n'ai pas encore de mandat pour perquisitionner la propriété. Il nous faudrait davantage de preuves pour en obtenir un. Ils traversèrent un quartier résidentiel calme, composé de maisons modestes de plain-pied avec des jardins bien entretenus. En approchant de l'adresse indiquée pour Douglas Carne, ils ralentirent, observant la propriété de l'autre côté de la rue. La maison était banale, un bungalow jaune pâle aux boiseries blanches et à la pelouse impeccablement tondue. Une voiture était garée dans l'allée, sa plaque d'immatriculation partiellement visible. « Regardez ça », dit soudain Rachel en désignant l'assiette. Les premières lettres sont des K, et les deux dernières K. Alvarez fronça les sourcils. C'est intéressant, mais on ne peut pas faire de suppositions. Des K pourraient être Douglas Carne, mais K pourrait être une coïncidence. Ils restèrent assis à observer la maison pendant plusieurs minutes, mais il n'y avait aucun mouvement, aucun signe d'activité à l'intérieur. Je pense qu'on devrait retourner au commissariat, finit par décider Alvarez. Il faut se coordonner avec les autorités locales et élaborer une stratégie. Si Carne est impliqué dans ce qui est arrivé à vos filles, il faut être stratégique. Rachel hocha la tête à contre-cœur. Je suis épuisé de toute façon. Pourriez-vous me déposer à la gare maritime? Je retourne au chalet pour ce soir. Je préférerais que vous ne preniez pas le ferry, dit Alvarez. L'agent Martinez peut vous ramener en bateau de police. C'est plus sûr et plus discret. Ils se rendirent au port où l'agent Martinez attendait avec le bateau. Alors qu'ils approchaient du quai, Rachel saisit soudain le bras d'Alvarez. Cette voiture, s'exclama-t-elle en désignant un véhicule qui faisait la queue pour le ferry. Elle a la même plaque d'immatriculation, DK et KE. Alvarez suivit son regard, son expression sérieuse se faisant plus sérieuse lorsqu'il aperçut la voiture. À travers la lunette arrière teintée, il distinguait à peine les silhouettes à l'intérieur, un adulte et ce qui semblait être un enfant sur la banquette arrière. Cela pourrait être n'importe qui, a averti Alvarez. Ne tirons pas de conclusions hâtives. Mais Rachel se dirigeait déjà vers la ligne de ferry, attirée par un instinct qu'elle ne pouvait expliquer. « Je veux juste voir qui est à l'intérieur », a-t-elle répondu. « Rachel, attends. » Alvarez se précipita à sa poursuite, mais avant qu'il puisse l'arrêter, Rachel avait atteint l'agent de contrôle qui vérifiait chaque véhicule avant de l'autoriser à monter sur le ferry. En s'approchant, elle vit la vitre du conducteur baissée pour présenter les contraventions à l'agent. Sur le siège arrière était assis un enfant avec une femme adulte. L'enfant semblait agité, se tortillant contre le bras de la femme qui le retenait. De cette distance, Rachel ne pouvait pas clairement voir le visage de l'enfant, mais quelque chose dans le profil et la couleur des cheveux de la fille a déclenché une reconnaissance viscérale. « Riley » murmura-t-elle, le cœur battant. « C'est Rachel. » L'inspecteur Alvarez la rattrapa et lui prit le bras. « On ne peut pas s'approcher de véhicules au hasard. On n'a pas assez de preuves. »« C'est elle » insista Rachel en se dégageant de son emprise. « J'ai vu son visage, juste une seconde. C'est ma fille. » Alvarez hésita, puis fit un signe de tête à l'agent Martinez. « Restez avec Rachel. Je vais parler au responsable du ferry. » Il s'approcha du guichet et discuta doucement avec l'agent qui contrôlait les véhicules. Les deux hommes jetèrent un coup d'œil vers la voiture immatriculée DK, à 3 véhicules de l'embarquement sur le ferry. Après une brève conversation, Alvarez retourna vers Rachel. « Ils vont faire un deuxième contrôle sur cette voiture, juste pour être sûr. » Rachel observait avec anxiété la file de voitures avancer lentement. Lorsque le véhicule ciblé atteignit le poste de contrôle, l'agent du ferry lui fit signe de s'écarter pour une vérification supplémentaire. À travers la vitre teintée, Rachel vit le conducteur parler avec animation au téléphone. Puis, soudain, les portières s'ouvrirent brusquement. Un homme d'une 50aine d'années est sorti du côté conducteur, tandis qu'une femme d'une 30aine d'années est sortie de l'arrière, tirant une jeune fille avec elle. « C'est eux » s'écria Rachel. « C'est vraiment ?» Le trio a commencé à se faufiler entre les voitures en attente, l'homme ouvrant la voie tandis que la femme traînait l'enfant réticent derrière elle. Alvarez a immédiatement appelé des renforts par radio, la voix aiguë et pressante. Suspect en fuite à pied au terminal ferry de Cracoc avec une victime possiblement kidnappée, un homme adulte, une femme adulte et une fillette d'environ 8 ans. Demandez une assistance immédiate et un périmètre de sécurité. L'officier du port a également appelé par radio pour demander une sécurité supplémentaire tandis qu'Alvarez se tournait vers Rachel.
Restez avec l'agent Martinez. On ne peut pas risquer que vous soyez blessé s'ils sont dangereux. Avant que Rachel ne puisse protester, Alvarez sprintait vers les suspects en fuite, sortant son arme mais la gardant baissée. Police! Arrêtez où vous êtes, a-t-il crié. L'homme se retourna, vit Alvarez et redoubla d'efforts, criant quelque chose à la femme que Rachel ne pouvait pas entendre. En quelques minutes, le terminal des ferries a sombré dans un chaos contrôlé. Des voitures de police ont convergé vers les lieux, bloquant les sorties, tandis que des agents à pied poursuivaient les suspects en fuite. Les passagers attendant le ferry ont été dirigés vers des zones sécurisées et le chargement a été interrompu. Rachel et l'agent Martinez ont observé de loin le filet se refermer sur les suspects. L'homme a été plaqué au sol par 2 agents alors qu'il tentait d'escalader une clôture de sécurité. La femme, toujours agrippée au poignet de l'enfant, a tenté de se faufiler entre les voitures garées, mais a été rapidement encerclée par la police, arme au poing. Lâchez la fille, ordonna un officier. La femme hésita, puis relâcha son étreinte. L'enfant se dégagea aussitôt, regardant autour d'elle avec frénésie jusqu'à ce que son regard se pose sur Rachel. Même de loin, il n'y avait aucun doute sur la reconnaissance qui se lisait sur le visage de la jeune fille. « Maman » cria-t-elle. « Maman » Rachel se libéra de l'agent Martinez et courut vers sa fille, la rejoignant à mi-chemin du parking. Elle tomba à genoux, serrant Riley dans ses bras avec un sanglot de soulagement et d'incrédulité. « Riley, oh mon Dieu !» s'écria-t-elle en serrant fermement sa fille dans ses bras, sentant son corps mince trembler contre le sien. Riley s'accrochait à sa mère, sanglotant de manière incohérente, ses mots étouffés contre l'épaule de Rachel. Alvarez s'approcha d'eux, l'air mêlé de soulagement et d'inquiétude professionnelle. « Nous les avons tous les deux en garde à vue, dit-il doucement. Rachel, il faut que Riley et toi soyez en sécurité pendant que nous interrogeons les suspects. » Rachel hocha la tête, refusant de lâcher sa fille. « Qui sont-ils » parvint-elle à demander. « Leurs papiers les identifient comme étant Douglas Carn et Cathy Evans, » répondit Alvarez. « Mari et femme, d'après leurs papiers. » Les yeux de Rachel s'écarquillèrent. Cathy Evans, les initiales sur le briquet. Alvarez hocha la tête d'un air sombre. « Nous avons saisi leur véhicule et sommes en train d'obtenir un mandat de perquisition. L'inspection préliminaire révèle plusieurs valises dans le coffre et des objets inquiétants sur la banquette arrière. » Rachel baissa les yeux vers Riley, la voyant pour la première fois depuis leur retrouvaille. La fillette était effroyablement maigre, sa peau autrefois claire, anormalement bronzée, comme assombrie artificiellement. Ses cheveux avaient été coupés plus courts que Rachel ne l'avait jamais fait, et son regard exprimait une lassitude qu'aucune enfant de 8 ans ne devrait avoir. « Elle a besoin de soins médicaux », a déclaré Rachel. « Une ambulance est déjà en route », lui a assuré Alvarez. Quelques minutes plus tard, les ambulanciers arrivèrent et commencèrent à examiner Riley, qui refusait de lâcher la main de sa mère. La petite fille tressaillit sous la lumière vive du stylo que l'ambulancier utilisait pour examiner ses pupilles, détournant le visage en gémissant. « S'il vous plaît, arrêtez de prendre des photos, » murmura-t-elle. Rachel échangea un regard inquiet avec Alvarez, qui nota le commentaire. Pendant ce temps, les policiers qui fouillaient la voiture des suspects en sortirent, l'air sombre. L'un d'eux s'approcha d'Alvarez à voix basse. « Nous avons trouvé 2 boîtes de magazines illégaux dans le coffre, » a rapporté l'agent. Du matériel destiné aux enfants et des seringues contenant ce qui semble être un sédatif se trouvaient sur la banquette arrière. On dirait qu'il s'apprêtait à la droguer avant de monter à bord du ferry. Alvarez serra les dents. « Appelez immédiatement la police scientifique. Documentez tout. » Rachel en entendit suffisamment pour comprendre ce qu'ils avaient découvert. Son chagrin pour Millie se transforma en rage brûlante lorsqu'elle vit Carn et Evans être placés dans des voitures de police séparées. S'éloignant brièvement de Riley, elle se dirigea vers Carn tandis que les officiers le sécurisaient dans le véhicule. « Espèce de monstre » hurla-t-elle. « Tu n'as pas seulement fait passer tes sales magazines en contrebande, tu as assassiné ma fille. Tu as assassiné Millie. » Carn leva les yeux, l'air étrangement calme. « Je ne voulais pas tuer l'autre, dit-il d'un ton neutre. Je voulais les garder tous les deux, mais mon partenaire a reculé. Je ne pouvais pas m'occuper de 2 enfants seuls sans me faire prendre. J'ai dû faire un choix. » Rachel se précipita vers lui, mais Alvarez la rattrapa et la tira en arrière. « Garde ça pour le commissariat, Carn, » gronda-t-il au suspect. « Tu as le droit de garder le silence. Je te suggère d'en faire usage. » Alors que les croiseurs s'éloignaient,
les ambulanciers s'approchèrent avec des nouvelles. Elle a été droguée avec un sédatif léger, a rapporté l'un d'eux. Elle présente des signes de malnutrition et de violence physique. Nous devons la transporter immédiatement à l'hôpital pour un examen complet et un traitement. Rachel hocha la tête et retourna rapidement aux côtés de sa fille. Je viens avec elle, dit-elle à Alvarez. Bien sûr, acquiesça-t-il doucement. Je te retrouverai à l'hôpital après l'interrogatoire des suspects. Ce n'est que le début, Rachel. Nous aurons besoin de vos déclarations à tous les deux quand elle sera stable. Rachel monta dans l'ambulance aux côtés de sa fille, tenant sa petite main tandis que le véhicule démarrait, sirène hurlante dans la nuit. Malgré l'horreur de ce qu'ils avaient découvert et le chagrin insoutenable de la mort confirmée de Millie, Rachel ressentit soudain une immense gratitude, au moins une de ses filles avait été retrouvée vivante. C'est fini, Riley, murmura-t-elle doucement en caressant les cheveux de sa fille, la voix tremblante d'émotion. Tu es en sécurité maintenant. Ils ne peuvent plus te faire de mal. L'éclairage fluorescent intense du couloir de l'hôpital faisait mal aux yeux de Rachel tandis qu'elle arpentait la salle d'urgence, le cœur battant la chamade. L'agent Martinez restait à proximité, surveillant Rachel et l'entrée de l'hôpital. Une infirmière avait gentiment mais fermement demandé à Rachel d'attendre dehors pendant que l'équipe médicale procédait aux premiers examens de sa fille. Bien que cela lui ait déchiré le cœur d'être séparés sitôt après l'avoir retrouvée, Rachel comprenait, ils avaient besoin d'espace pour documenter correctement l'état de Riley. Madame Marin, appela doucement l'infirmière qui était présente, en apparaissant sur le seuil. Vous pouvez entrer. Rachel se précipita dans la chambre. Riley était allongée sur un lit d'hôpital, paraissant encore plus petite et fragile sur les draps blancs immaculés. Une perfusion alimentait son bras maigre en liquide clair, et un médecin à proximité prenait des notes précises sur un dossier. « Maman » murmura Riley, sa voix à peine audible alors qu'elle tendait sa main libre. Rachel le prit doucement, son toucher doux et prudent pour ne pas perturber la perfusion. « Je suis là, mon cœur » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Je ne vais nulle part. » Le médecin, une femme d'une quarantaine d'années au regard bienveillant mais à l'expression grave, s'est approchée. « Madame Marin, je suis le docteur Patel » dit-elle doucement. « J'ai terminé l'examen initial de Riley. »« Comment va-t-elle » demanda Rachel, la voix crispée par l'anxiété, les mains tremblantes. Le visage du docteur Patel s'assombrit. Riley souffre de malnutrition sévère. Son poids est nettement inférieur à celui de son âge. Elle présente de multiples ecchymoses sur le dos et les jambes, signe de punition physique, probablement infligée par un objet fin et flexible comme un bâton de rotin ou une ceinture fine. Rachel grimaça et serra la main de sa fille de manière protectrice. Il y a également des marques sur ses poignets et ses chevilles, a poursuivi le docteur Patel, la voix s'adoucissant, suggérant qu'elle a été attachée pendant de longues périodes, peut-être avec des chaînes ou des attaches zippées. Le médecin baissa encore davantage la voix. Bien que Riley semble à moitié endormie à cause des médicaments que nous lui avons administrés, elle semble extrêmement sensible aux lumières vives et aux flashs d'appareils photo. Cela correspond à une personne fréquemment photographiée. Au vu de ses réactions et de quelques commentaires, je crains qu'elle n'ait servi de modèle pour des photos inappropriées. Rachel ferma brièvement les yeux, luttant pour retenir le flot de larmes. « Quel est le plan de traitement » demanda-t-elle d'une voix brisée. « Nous commencerons par traiter la malnutrition grâce à une nutrition rigoureusement surveillée, a expliqué le docteur Patel. Les sédatifs présents dans son organisme devraient être métabolisés en 24 heures. Physiquement, elle devrait récupérer assez vite avec des soins appropriés. Mais le traumatisme psychologique ? Sa voix s'éteignit. Elle aura besoin d'une thérapie spécialisée, Madame Marin. Ce genre d'expérience laisse des cicatrices profondes et durables. Rachel hocha la tête, son expression se durcissant de détermination. Elle obtiendra tout ce dont elle a besoin, dit-elle fermement. Quoi qu'il en coûte. Le docteur Patel lui adressa un petit sourire encourageant et lui serra l'épaule. C'est une fille forte d'avoir survécu à ça. Et votre présence fera toute la différence dans son rétablissement. Après le départ du médecin, Rachel tira une chaise près du lit de Riley et s'assit, sans jamais lâcher la main fragile de sa fille. Riley somnolait et se réveillait, murmurant parfois des mots que Rachel ne comprenait pas. Les heures passèrent ainsi. Les infirmières allaient et venaient, vérifiant les constantes vitales, ajustant la perfusion, chuchotant doucement. De l'autre côté de la fenêtre, la nuit était tombée, projetant d'épaisses ombres sur la pièce. Le détective Alvarez est apparu dans l'embrasure de la porte, le visage tiré par la fatigue.
Comment va-t-elle demanda-t-il doucement, ses yeux tombant sur la forme endormie de Riley. Rachel se leva et lui fit signe de la rejoindre dans le couloir. Une fois dehors, elle parla doucement. Physiquement, elle se rétablira, dit-elle d'une voix lasse. Émotionnellement, la route sera longue. Alvarez hocha la tête d'un air sombre. J'ai des nouvelles de l'interrogatoire, dit-il. Carn ne parle pas beaucoup, mais Evans coopère. Elle cherche à conclure un accord. Que t'a-t-elle dit demanda Rachel, le cœur lourd. Beaucoup, soupira Alvarez en se frottant les yeux fatigués. Carn et Evans n'agissaient pas seuls. Ils faisaient partie d'une organisation plus vaste, qui produisait et distribuait des magazines illégaux mettant en scène des enfants. Carn fournissait les enfants, tandis que d'autres s'occupaient de la production. Rachel sentit son estomac se nouer. De combien d'enfants parlons-nous? D'après la déclaration d'Evans, dit Alvarez à voix basse, nous pensons qu'au moins 10 autres personnes sont actuellement détenues dans une propriété appartenant à Carn sous un autre nom. Des équipes sont actuellement en mission sur place. Rachel en eut le souffle coupé. Et mes filles? Comment a-t-il pu les rejoindre pendant la croisière? Alvarez expira bruyamment. D'après Evans, Carn est monté à bord du navire sous un faux nom, avec une carte prépayée et une adresse email jetable. Il s'est fait passer pour un membre de l'équipe de maintenance du navire, il a volé un uniforme dans un placard au début du voyage. Il a même utilisé un petit appareil électronique pour désactiver temporairement la caméra de sécurité près de l'endroit où il emmenait les filles. Rachel s'appuya contre le mur, la tête qui tournait. Mais comment les a-t-il convaincus de l'accompagner? Mes filles savaient qu'il ne fallait pas aller avec des inconnus. Evans a dit que Carn les avait observés plus tôt lors d'un spectacle de magie, expliqua Alvarez. Il en a profité. Lorsqu'il les a rencontrés seuls, il a réalisé un tour de cartes simple à prix du magicien du vaisseau. Une fois leur confiance gagnée, il les a conduits dans un couloir réservé à l'équipage, une zone avec moins de caméras. Rachel ferma les yeux, le cœur brisé. Elle imagina ses filles innocentes, charmées par un homme au don de magie. Emily, murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Que lui est-il arrivé? Le visage d'Alvarez s'assombrit. Evans n'était pas là pour cette partie, mais d'après ce que Carn lui a raconté plus tard, il avait initialement prévu de prendre les 2 filles. Mais son partenaire de l'époque et non Evans a renoncé lorsqu'il a réalisé qu'elles étaient jumelles. Apparemment, garder 2 enfants était trop risqué. Alors Carn. La voix d'Alvarez vacilla. Il a étouffé Millie. Sans résistance. Sans sang. Sans bruit. Il l'a enveloppée dans ses vêtements, l'a placée dans la valise et l'a jetée par-dessus bord cette nuit-là, depuis un pont non sécurisé où l'on jette parfois des déchets. Rachel pressa une main tremblante contre sa bouche, luttant contre les sanglots qui montaient. Et Riley, demanda-t-elle d'une voix brisée. Comment l'a-t-il fait descendre du navire? Il l'a gardée cachée dans la salle de bain de sa cabine jusqu'à leur arrivée à Key West le lendemain matin, dit doucement Alvarez. Il l'a droguée juste assez pour la rendre docile, mais réceptive. Il l'a menacée au sujet de Millie. À leur débarquement, il s'est déguisé aux lunettes de soleil, fausse barbe, vêtements différents et est sorti pendant l'affluence matinale, se fondant parmi les familles voyageant avec enfants. Alvarez poursuivit, la voix lourde de chagrin. Evans a dit que Carn avait préparé de faux papiers pour elle. Ils l'ont déplacée à différents endroits de Key West, en passant par la Floride, puis en Caroline du Nord pour éviter d'être repérés. Rachel secoua la tête, l'esprit bouleversé. Ils étaient en Virginie avant la croisière. Est-ce qu'ils nous traquaient déjà à ce moment-là? Evans l'a confirmé, dit Alvarez d'un ton sombre. Carn voyageait souvent. Il a mentionné avoir vu de magnifiques jumelles en Virginie, il pensait qu'elles seraient parfaites pour leur prochaine édition. Nous pensons qu'il avait planifié cela exprès. Rachel frissonna, un frisson la parcourut de tout son corps. Le briquet avec le « K » c'était intentionnel. Apparemment, c'est juste une coïncidence, répondit Alvarez. Evans a dit que c'était son briquet personnel. Il a été mélangé avec les affaires de Millie quand Carn s'est précipité pour se débarrasser du corps. Elle le cherchait depuis des mois. Rachel jeta un coup d'œil à la chambre d'hôpital, le cœur serré. Il faut s'assurer qu'ils ne sortent jamais. Et ces magazines, il faut les détruire. Ces enfants ne méritent pas que leur traumatisme perdure. Alvarez hocha la tête, la mâchoire serrée. Nous travaillons avec les autorités fédérales.
C'est plus grave que cette affaire. Mais je vous le promets, Carn et Evans paieront pour ce qu'ils ont fait à votre famille. Il posa une main de soutien sur son épaule. Tu devrais te reposer. On aura besoin de toi au maximum de tes forces à son réveil. Rachel hocha la tête, l'épuisement la rattrapant enfin. Merci, inspecteur. Pour tout. Alors qu'Alvarez partait, Rachel retourna au chevet de Riley, s'installant dans le fauteuil inconfortable de l'hôpital pour ce qui allait probablement être une longue nuit. Malgré l'horreur indicible de ce qu'elle venait d'apprendre, elle ressentait une satisfaction profonde à l'idée que les coupables aient été arrêtés et une faible lueur d'espoir que sa fille survivante soit enfin en sécurité. La lumière matinale filtrait à travers les fins rideaux de l'hôpital tandis que Rachel se réveillait, la nuque raidie par le sommeil dans le fauteuil à côté de son enfant. Pendant un instant, désorientée, elle peinait à se souvenir où elle était. Elle ne se souvenait plus où elle était. Puis, telle une vague déferlante, les événements de la veille lui revinrent en mémoire. Elle se redressa brusquement, le cœur battant, et alla voir sa fille. Elle dormait encore, légèrement moins pâle que la veille. La perfusion avait été remplacée pendant la nuit, et un plateau contenant un petit déjeuner hospitalier fade était posé sur la table d'appoint, intact. Un léger coup frappé à la porte attira son attention. Une infirmière entra, suivie du docteur Patel. « Bonjour », dit doucement le docteur Patel. « Comment a-t-elle dormi ?» « Agitée », répondit Rachel. Elle faisait des cauchemars, elle parlait sans arrêt dans son sommeil. Le docteur Patel hocha doucement la tête en examinant le dossier de Raleigh. « C'est normal. Les sédatifs qu'on lui administrait commencent à disparaître. Nous aimerions effectuer des examens complémentaires aujourd'hui, avec votre permission, bien sûr. » Rachel hocha la tête. Tout ce dont elle a besoin. Alors que le médecin poursuivait son examen, l'agent Martinez est apparu dans l'embrasure de la porte, comme si elle aussi avait passé une nuit agitée sur une chaise. « Madame Marin, dit-elle doucement, l'inspecteur Alvarez a appelé. Il est en route pour nous donner des nouvelles. » Rachel hocha la tête avec gratitude. « Merci d'être restée toute la nuit. » Martinez afficha un sourire las et sincère. « Je fais juste mon travail, madame, même si je dois admettre que je n'ai jamais vu un cas pareil depuis toutes mes années dans la police. Vous avez vraiment de la chance d'avoir retrouvé votre fille vivante après tout ce temps. » Rachel baissa les yeux vers sa fille endormie. Sa voix, lorsqu'elle se fit entendre, était douce mais pleine de douleur. « Si j'avais eu de la chance, je n'aurais perdu aucune de mes filles. » L'expression de Martinez s'adoucit aussitôt. « Je suis désolé, c'était insensible de ma part. » « Non, » soupira Rachel. « Tu as raison, d'une certaine manière. Beaucoup de parents n'arrivent jamais à tourner la page, ne retrouvent jamais leurs enfants disparus. Au moins, j'ai retrouvé Raleigh, et je sais ce qui est arrivé à Millie. » Sa voix se brisa légèrement. « C'est une malchance amère. Mais c'est déjà quelque chose. » Le docteur Patel termina son examen et se tourna vers Rachel avec douceur. « Les signes vitaux de Raleigh s'améliorent. Les analyses de laboratoire montrent que les sédatifs sont en train d'être éliminés de son organisme, mais elle souffre toujours de malnutrition sévère. Nous allons commencer un régime alimentaire étroitement surveillé dès aujourd'hui. »« Quand puis-je la ramener à la maison ?» demanda Rachel, la voix teintée à la fois d'espoir et de désespoir. « Pas avant quelques jours au moins, » répondit gentiment le docteur Patel. « Nous devons la stabiliser physiquement et commencer une évaluation psychologique avant sa sortie. Et même là, elle aura besoin de soins continus. » Rachel hocha la tête, acceptant silencieusement le long chemin à parcourir. Environ 1 heure plus tard, Raleigh commença à s'agiter. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, la confusion les obscurcissant, avant de finalement se fixer sur Rachel. « Maman » murmura-t-elle, comme si elle craignait que le mot lui-même ne fasse disparaître la vision. « Je suis là, mon cœur » dit doucement Rachel en s'asseyant au bord du lit. « Tu es en sécurité maintenant. » Les yeux de Raleigh se remplirent de larmes. « Millie, où est Millie ?» Rachel déglutit difficilement, le cœur brisé à nouveau. Comment expliquer à sa fille de 8 ans que sa sœur jumelle avait été assassinée? Avant qu'elle puisse formuler une réponse, l'inspecteur Alvarez apparut dans l'embrasure de la porte, l'air solennel mais empreint d'une satisfaction discrète. « Puis-je entrer ?» demanda-t-il doucement. Rachel hocha la tête, reconnaissante du bref répit qui lui était accordé pour répondre à cette question impossible. Alvarez entra et retira respectueusement son chapeau. « Bonjour, Rachel. »
Il tourna son regard vers Raleigh, qui le regarda avec méfiance, se rétrécissant instinctivement plus près de sa mère. Ce n'est rien, lui assura Rachel doucement. L'inspecteur Alvarez fait partie des gentils. Alvarez garda ses distances, la voix calme et aimable. J'ai pensé que vous voudriez savoir que nous avons effectué une descente tôt ce matin sur une autre propriété appartenant à Douglas Carn. C'était sur Cedar Island, l'endroit où il avait prévu d'emmener Raleigh hier, d'après ce que nous avons appris à la gare maritime. Nous avons secouru 3 autres enfants qui y étaient retenus. Rachel halta, les yeux écarquillés. Est-ce qu'ils vont bien? Ils reçoivent actuellement des soins médicaux, a déclaré Alvarez. Certains sont portés disparus depuis plus d'1 an. Nous travaillons à les identifier tous et à contacter leurs familles. Une vague de satisfaction envahit la poitrine de Rachel. Et Carn et Evans? Ils se parlent? Evans a fait des aveux complets, a confirmé Alvarez. En échange d'une peine plus clémente, elle a dit qu'elle ne pouvait plus vivre avec la culpabilité. Elle a toujours su que c'était mal, même si elle a aidé à coordonner les choses pour son mari. Carn ne coopère toujours pas, mais au vu du témoignage d'Evans et des preuves que nous avons recueillies, il risque désormais plusieurs peines de prison à perpétuité. Bien, dit Rachel fermement. J'espère qu'ils croupiront en prison très, très longtemps. Même Evans, elle a quand même aidé à garder ma fille captive pendant des mois. Elle a quand même participé à... Elle s'interrompit, incapable de terminer sa phrase. Elle devra répondre de lourdes accusations, lui assura Alvarez. Sa coopération pourrait réduire sa peine, mais elle ne sera pas libre. Rachel jeta un coup d'œil à sa fille par la porte. Et maintenant? Nous aurons besoin d'une déclaration officielle de votre part, et éventuellement quand elle sera prête de celle de Raleigh. Mais rien ne presse. Son rétablissement passe avant tout. Rachel hocha la tête avec gratitude. Merci, inspecteur. Pour tout. Je suis simplement content que nous l'ayons retrouvé, a déclaré Alvarez avec sincérité. Depuis toutes ces années que je travaille dans ce domaine, les cas comme celui-ci se terminent rarement par un retour de l'enfant vivant. Après le départ d'Alvarez, Rachel retourna au chevet de sa fille. Celle-ci était de nouveau réveillée, observant sa mère avec une intensité qui en disait long sur sa peur d'être à nouveau séparée. « Maman » murmura-t-elle d'une petite voix tremblante, « Millie est partie, n'est-ce pas ?»« Vraiment partie. » Rachel prit une grande inspiration et s'assit, prenant la main fragile de Raleigh dans la sienne. « Oui, mon cœur. Millie est partie. Le méchant, il lui a fait très mal. » Les larmes montèrent aux yeux de Raleigh. « Je le savais. Il m'a dit qu'elle était partie, mais je ne voulais pas le croire. Je n'arrêtais pas de penser qu'elle était peut-être ailleurs, comme moi. Que peut-être que tu nous retrouverais tous les deux. J'aurais aimé que ce soit le cas, murmura Rachel, ses propres larmes coulant à flots. Je vous ai cherché tous les jours. Je n'ai jamais cessé. J'avais tellement peur, murmura Raleigh. Après qu'ils nous ont emmenés, et que Millie était partie, ils n'arrêtaient pas de me déplacer. Ils changeaient mon apparence. Ils me forçaient à rester immobile pendant qu'ils prenaient des photos, et si je pleurais, ils me frappaient. Ils disaient que si j'essayais de m'enfuir ou de raconter la nouvelle à quelqu'un, ils me feraient du mal aussi. Rachel prit délicatement sa fille dans ses bras, consciente de la perfusion. Tu as été si courageuse, ma puce. Tellement courageuse. Et tu n'as plus à avoir peur. Ces gens vont aller en prison pour très longtemps. Ils ne pourront plus jamais te faire de mal, ni à personne d'autre. Pendant longtemps, la mère et la fille se sont simplement tenues l'une contre l'autre, partageant leur chagrin pour Millie et leur soulagement d'être réunis. Finalement, le médicament rendit Raleigh à nouveau somnolente, et elle s'endormit dans les bras de Rachel. Alors que Rachel reposait délicatement sa fille contre les oreillers, elle remarqua quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, une petite cicatrice près de la naissance des cheveux de Raleigh, probablement due à l'un des innombrables abus qu'elle avait subis ces 10 derniers mois. C'était un rappel visible de tout ce qui avait été volé à sa fille, son innocence, sa sécurité, sa sœur jumelle. Mais en regardant le visage endormi de son enfant, Rachel vit aussi autre chose, la force. Ce même esprit féroce et déterminé qui l'avait aidé à survivre à l'inimaginable. Le chemin vers la guérison serait long, jalonné de séances de thérapie, de cauchemars et de journées de deuil insupportables. Il y aurait des funérailles pour Millie, et des moments où le poids de la perte menacerait de les écraser tous les deux. Pourtant, pour la première fois depuis 10 longs mois,
Rachel ressentait les fragiles frémissements de quelque chose qu'elle pensait avoir perdu à jamais, l'espoir. Ils allaient construire une nouvelle vie, une vie qui honorerait la mémoire de Millie tout en leur permettant de guérir et, finalement, de s'épanouir. Tout ira bien, murmura-t-elle en lissant les cheveux de Raleigh. D'une manière ou d'une autre, un jour, tout ira bien. À l'extérieur de la fenêtre de l'hôpital, le soleil du matin continuait sa montée dans le ciel, projetant de longues ombres qui se raccourcissaient progressivement à mesure que la journée avançait, un rappel silencieux que même après la nuit la plus sombre, l'aube arrive toujours.